Cette vidéo est la deuxième et la dernière partie de la précédente vidéo sur le boss model. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment modifier les marges et les dimensions d'un élément en CSS. Comme prérequis pour suivre cette vidéo, je vous recommande la première partie de cette série de vidéos sur les fondamentaux du CSS et la première partie de cette vidéo sur le boss model dont vous trouverez les liens en description. Vous trouverez également en description le lien vers le fichier HTML représentant la page HTML que nous utiliserons pour la pratique. Hello, moi c'est Modeste Ationbon. Je suis développeur web et j'ai créé cette chaîne afin de partager avec le monde les connaissances que j'ai acquises depuis le début de ma carrière jusqu'ici. Chaque jeudi, je partage avec vous une vidéo sur un sujet ou une technologie en rapport avec le développement web. Nous allons maintenant voir comment modifier la marge intérieure d'un élément en utilisant le CSS. Pour rappel, la marge intérieure d'un élément correspond à l'espace qui sépare le contenu de l'élément de sa bordure ici. Pour modifier la marge intérieure d'un élément, on utilise la propriété CSS padding, qui est une forme contractée des 4 propriétés suivantes, à savoir le padding top, qui représente la marge, la propriété permettant de modifier la marge intérieure de haut, le padding right, qui permet de modifier la marge intérieure de droite, le padding bottom, qui permet de modifier la marge intérieure de bas, et enfin le padding left qui permet de modifier la marge intérieure de gauche. Donc comme exemple, nous avons ces exemples de modification de la marge intérieure d'éléments. Cette propriété padding peut prendre des valeurs qui sont soit des unités fixes indiquées en pixels, soit des unités relatives indiquées en EM, en REM, ou même des unités indiquées en pourcentage. Pour tester cela, je vais retourner à mon éditeur de test. Je vais donc modifier la marge intérieure de mes paragraphes ici pour leur donner par exemple une valeur de 15 pixels. Donc je me rends ici, je mets ma propriété à modifier et je lui donne la valeur 15 pixels. J'enregistre, j'actualise ma page. Donc je vois ici que nous avons maintenant un espace qui se crée entre le bord ou la bordure et le contenu de mon élément. Donc pour vérifier que la marge intérieure est bien appliquée, je peux ouvrir mon outil de développement ici. Donc je fais Inspect, où j'utilise la combinaison de touches Ctrl-Shift-I. Donc je sélectionne mon paragraphe ici. Donc si on se réfère au modèle de boîte que nous avons vu précédemment, donc on voit ici que nous avons nos 4 côtés du rectangle qui ont maintenant un espacement ou une marge interne qui a la valeur de 15 pixels. Donc, je peux retourner maintenant dans mon éditeur de test et modifier cette valeur. Donc je peux utiliser la deuxième notation. Donc, je fais ceci, je mets par exemple 20 pixels ici. Donc en indiquant la valeur de cette façon, j'indique à mon navigateur que je veux du 20 pixels pour l'axe vertical et 15 pixels pour l'axe horizontal, c'est-à-dire 20 pixels pour le top et le bottom et 15 pixels pour le left et puis le right. Donc je retourne dans mon navigateur, j'actualise ma page. Donc on a dit 10 pixels pour le haut, on a dit 20 pixels pour le haut et le bas. Donc j'ai mes 20 pixels et 15 pixels pour les deux côtés. Donc on peut également utiliser la troisième forme. Donc je peux mettre ici 30 pixels par exemple, juste pour le test. Donc nous avons ici le haut qui est à 20 pixels, le bas qui est à 15 pixels, la gauche et la droite qui sont à 30 pixels. Donc si j'actualise ma page, donc j'ai la droite et la gauche. La droite et la gauche qui sont à 30 pixels, le haut qui est à 20 pixels et le bas qui est à 15 pixels. Donc si nous doutons de la notation, on peut utiliser l'inspecteur ou l'outil de développement pour vérifier que les valeurs sont bien appliquées telles qu'attendues. Donc je peux fermer cela. Donc je peux également modifier mon H2 ici.
mes éléments de titre ici pour leur donner un padding en utilisant une des propriétés. Donc, supposons que je veux modifier seulement la marge intérieure de haut ici. Donc, je fais padding top. Donc, je peux lui donner la valeur 20 pixels. Donc, cela me permet de modifier seulement la marge intérieure de haut dans ce cas. J'actualise ma page. Donc, je vois que j'ai mes 20 pixels qui sont appliqués ici. Donc, je peux vérifier encore une fois cela en utilisant mon outil de développement. Donc, j'ai mes 20 pixels qui sont appliqués ici. Une dernière chose à noter ici, c'est que lorsque nous indiquons la valeur en pourcentage, supposons que je mette ici padding left et que je lui donne la valeur 10 pixels, 10%. Lorsque la valeur est indiquée en pourcentage comme ceci, on utilise la largeur de l'élément conteneur du H2 pour calculer cette valeur. Cela équivaut ici à 10% de la largeur, 10% de la largeur du parent. C'est ce que ça veut dire dans ce cas. 10% de la largeur du parent. Donc pour tester cela, nous allons retourner à notre navigateur. Donc lorsque je vais actualiser ma page ici, donc la propriété CSS vous indique d'appliquer une marge intérieure de gauche qui est égale à 10%. Donc le 10% va correspondre à 10% de la largeur du parent de l'élément H2 ici. Donc l'élément H2 ici a comme parent l'élément section que nous avons ici. Donc on voit ici, lorsque je survole cet élément, sa largeur actuelle est de 727,2. Donc 10%, si nous calculons 10%, si je fais 727,2 fois 10, le tout sur 100, donc nous avons la valeur 72,72. Donc le 10% que nous avons indiqué ici va correspondre à cette valeur. Donc pour vérifier cela, je vais juste actualiser ma page pour que le CSS s'applique. Je viens ensuite sur l'élément H2 ici pour vérifier la valeur de son padding. Donc ici, nous avons une valeur qui correspond à 72,713, qui est approximativement égale à la valeur que nous avons précédemment calculée ici. 72,112. Donc si je retourne ici, donc c'est approximativement égal à cette valeur ici. Donc lorsque la valeur est indiquée en pourcentage, la valeur est calculée par rapport à la valeur de la largeur de l'élément parent. Donc pareil ici, si je mets par exemple 10% ici, ça veut dire que sur l'axe horizontal, la valeur du padding sera calculée par rapport à la largeur du parent de l'élément. Donc dans ce cas, si je retourne dans mon navigateur ici, donc mon élément P, supposons que nous voulons tester cela sur cet élément, donc mon élément P ici. Donc son parent direct est également cette section. Donc la largeur de cette section est la valeur que nous venons de voir ici. Donc son 10%, ça revient à la même valeur ici. Donc lorsque je vais actualiser ma page, si je vérifie maintenant la valeur du padding, on voit que la valeur est égale à 10% de la largeur de cette section, de cet élément section. Donc nous pouvons indiquer la valeur en utilisant le pourcentage. Pour modifier la marge extérieure d'un élément, on utilise la propriété CSS margin, qui est une forme contractée des quatre propriétés suivantes, à savoir le margin top, qui représente la marge extérieure de haut, le margin right, qui représente la marge extérieure de droite, le margin bottom qui représente la marge extérieure de bas, et le margin left qui représente la marge extérieure de gauche. Donc nous avons ici quelques exemples de modification de marge extérieure.
Donc, ce qu'il faut noter ici, c'est que tout ce que nous avons vu pour les marges intérieures s'applique également ici. À savoir la notation simplifiée en utilisant une valeur, deux valeurs, trois valeurs ou quatre valeurs. Le fait qu'on peut indiquer les valeurs en utilisant soit une valeur fixe, une valeur relative, une valeur en pourcentage. Donc, nous allons tester cela. Donc, je vais ici modifier la marge extérieure de mes paragraphes, de sorte qu'on n'ait plus de marge à l'extérieur ici. Donc, pour faire cela, je retourne ici, je mets juste mon margin à 0. Donc, si je fais cela, ça veut dire que mes quatre côtés, pour tous mes paragraphes, les marges extérieures des quatre côtés seront nulles. Donc, j'actualise ma page. Donc, on voit bien que nous n'avons plus de l'espace qui sépare cet élément de l'élément qui le suit. Par contre, ici, nous remarquons que malgré que nous avons supprimé la marge ici, on remarque toujours qu'il y a une marge extérieure qui s'applique en ces deux éléments. La raison, elle est simple, c'est parce que si nous vérifions en utilisant notre inspecteur, c'est que les éléments ici de type H2 ont une marge extérieure, une valeur de marge extérieure qui leur est appliquée par défaut. D'où le comportement que nous avons. Donc ici, les éléments H2 ont une marge extérieure de 19,9 qui leur est appliquée par défaut sur l'axe vertical. Donc pour désactiver cela, nous pouvons mettre ici pour les éléments de type H2 également, on peut désactiver leur margin et leur donner également une valeur 0. Donc je retourne dans mon navigateur, j'actualise ma page. Donc nous voyons maintenant que les éléments sont collés, vu qu'il n'y a plus de marge extérieure entre ces éléments. Donc nous allons modifier la marge extérieure des paragraphes pour leur donner une valeur de 15 pixels pour la marge extérieure de bas. Donc nous allons juste modifier ici le margin bottom ici. Je vais laisser ça comme ça. Donc ici, j'indique d'abord à mon navigateur que j'ai désactivé tous les margins, c'est-à-dire que j'aurai plus de marge extérieure sur les quatre bords. Ensuite, j'indique que je veux mettre la marge extérieure de bas, donc le margin bottom, que je veux la mettre à 15 pixels par exemple. J'enregistre, je retourne dans mon navigateur, j'actualise ma page. Donc je m'attends à ce que mes paragraphes ici aient maintenant une marge extérieure de 15 pixels. J'actualise. Donc je remarque ici que j'ai ma marge extérieure de bas qui prend la valeur escomptée par ici, par ici. Donc on peut vérifier juste là en sélectionnant l'élément en question ou les éléments auxquels nous avons appliqué les changements de marge extérieure. Donc on voit bien que toutes les marges extérieures ont été désactivées sauf la marge extérieure de bas qui a maintenant la valeur 15 pixels. Je peux réécrire cela en utilisant toujours la forme simplifiée. Donc il me suffit d'enlever ça. Donc dans un premier temps, je peux faire ceci. Pour dire que j'ai du 0 sur tous les as, mais que le bas, je le mets à 15 pixels. Donc ici, j'indique à mon navigateur que j'ai mon haut margin top qui est à 0, margin left et right qui sont à 0 et que mon margin bottom est à 15 pixels. Donc pour tester cela, j'enregistre, je retourne sur ma page. Donc lorsque je vais actualiser ma page, je dois avoir aucun changement parce que ce que nous avons écrit ici est une forme contractée des deux lignes précédentes que nous avons modifiées. Donc je n'ai aucun changement comme escompté. Donc là j'ai utilisé la forme contractée avec trois valeurs pour indiquer les propriétés ou les valeurs de mes marges extérieures.
Avant de terminer cette partie sur la modification des marges extérieures d'un élément, nous allons voir la notion de fusion de marge. En CSS, il existe une règle qui stipule que lorsque deux éléments adjacents se touchent verticalement et que ces deux éléments possèdent chacun une marge extérieure, alors la valeur de la marge extérieure finale entre ces deux éléments correspond à la marge extérieure la plus grande. Donc si je retourne à mon navigateur, la règle nous dit que lorsque j'ai deux éléments adjacents, dans ce cas le paragraphe 2 et le paragraphe 3, et que ces deux éléments ont des marges extérieures qui se touchent verticalement, donc la marge extérieure totale entre ces deux éléments correspond à la marge extérieure la plus grande. Donc si j'ai mon P2 qui a son margin bottom qui est égal à 30 pixels par exemple, alors que mon paragraphe 3 a un margin top qui est égal à 10 pixels par exemple, la marge extérieure finale entre ces deux éléments ne sera pas égale à 40 pixels. C'est-à-dire que cela ne correspond pas à la somme des deux marges extérieures qui se touchent, mais cela correspond plutôt à la marge extérieure la plus grande. Donc dans notre cas, ce serait 30 pixels. Pour tester cela, je vais retourner dans mon éditeur de test. Dans un premier temps, je vais mettre les marges à 0. J'enregistre, je retourne dans mon navigateur, j'actualise ma page. Donc là, j'ai des marges extérieures qui ont des valeurs nulles. Ce qui explique le fait que les deux éléments se touchent. Donc je vais modifier la marge extérieure de bas pour lui donner une valeur de 30 pixels dans ce cas. Donc je fais ici margin bottom. Je lui donne une valeur de 30 pixels. J'enregistre, j'actualise ma page. Donc là, j'ai du 30 pixels comme margin bottom de cet élément. Et j'ai également un margin bottom ici. Mais la partie qui nous intéresse ici, c'est l'espace entre ces deux éléments adjacents. C'est-à-dire la marge extérieure entre ces deux éléments adjacents. Donc nous allons ajouter maintenant le padding, le margin top ici, en lui donnant une valeur de 10 pixels par exemple. Donc lorsque je fais ça et que j'actualise ma page, donc dans ce cas, la règle nous dit que vu que nous avons deux éléments adjacents, donc le premier élément ici a une marge extérieure de bas qui a une valeur de 30 pixels qui est supérieure à la valeur de la marge extérieure de haut de cet élément qui est égale à 10 pixels. Donc la valeur qui sera gardée au final pour la marge extérieure sera ici 30 pixels. Donc on voit bien que la marge qui est appliquée ici est issue de la fusion des deux marges. Donc au final, on aura la valeur la plus grande qui sera appliquée. Donc dans notre cas, il s'agit de la valeur appliquée au premier paragraphe ici, qui sera au final 30 pixels. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que lorsque nous avons deux éléments qui possèdent des marges extérieures et que ces deux éléments se touchent verticalement, la marge extérieure finale entre ces deux éléments est issue de la fusion des deux marges. Donc au final, c'est la marge extérieure la plus grande qui est gardée. Maintenant que nous savons comment modifier les marges intérieures et extérieures, nous allons voir comment modifier la dimension d'un élément en utilisant le CSS. Pour modifier la largeur d'un élément, on utilise la propriété CSS width. La valeur par défaut de cette propriété est auto. Donc elle nous permet d'indiquer au navigateur de calculer la largeur de l'élément en fonction de son contenu. Lorsqu'une valeur est spécifiée, c'est-à-dire lorsque la valeur est différente de auto, alors le calcul de la largeur totale est fonction de la valeur de la propriété boss sizing. C'est-à-dire que lorsque la valeur de la propriété boss sizing est par exemple égale à content boss, alors la largeur totale de l'élément est égale à la largeur de la zone de contenu. Si je retourne à mon navigateur, donc si je prends l'élément P ici
qui est représenté ici par le modèle de boîte. Donc la largeur totale de cet élément, si sa propriété boss sizing à la valeur content boss serait égale à la largeur de la zone en bleu ici. Par contre, si la valeur de la propriété boss sizing est égale à border boss, dans ce cas, la largeur est calculée en utilisant la zone de bordure comme référence. C'est-à-dire que la largeur totale sera égale à la largeur du contenu plus la valeur de la marge interne plus la taille de la bordure de l'élément. Donc c'est ce que nous avons indiqué ici, que la largeur totale est égale à la largeur du contenu, c'est-à-dire la zone en bleu que nous avons vu tout à l'heure, plus la valeur de la marge interne, c'est-à-dire la zone verte, plus la taille de la bordure. Donc ici, nous avons quelques exemples où nous modifions la largeur d'un élément. Donc on peut noter que cette valeur peut être également indiquée en pourcentage. Donc lorsqu'elle est indiquée en pourcentage, la largeur, dans ce cas, est calculée par rapport à la largeur totale du bloc englobant, c'est-à-dire le bloc apparent. Nous allons retourner à notre éditeur de test et réaliser quelques tests ici. Donc je vais modifier ici la taille, ou plutôt la largeur de mes paragraphes ici. Donc je vais leur donner dans un premier temps une largeur en pixels. Donc je mets ici 300 pixels par exemple. J'enregistre, j'actualise ma page. Donc on voit bien que la modification est appliquée. Donc je peux également indiquer cela en pourcentage. Donc je peux mettre ici 10% par exemple. J'actualise ma page, donc j'ai le résultat suivant. Donc je peux également modifier ici juste la valeur du boss sizing et lui donner par exemple la valeur border boss. Border. Pour lui donner la valeur border boss ici. Donc j'enregistre, j'actualise la page. Donc nous allons remarquer que le comportement est différent. Donc lorsque je fais ça, ça veut dire que dans le calcul de la dimension de la largeur, dans le calcul de la largeur, le navigateur va prendre en compte seulement la zone de bordure. Alors que si je mets cette valeur à content boss, qui est la valeur par défaut, donc le navigateur dans le calcul de la largeur va se limiter à la zone de contenu pour le calcul. Donc on peut également limiter ou surcharger la valeur de la propriété width en utilisant les propriétés mass width et min width. Donc le mass width permet de spécifier la valeur à ne pas dépasser lorsque la largeur de mon élément devient trop grand par exemple. Donc supposons ici que je mette ici 120%. C'est-à-dire que la largeur de l'élément va dépasser son élément parent. Donc je vais retourner dans mon navigateur, j'actualise. Donc nous allons voir que les éléments ici, les paragraphes maintenant vont au-delà de la zone qui leur est réservée, ce qui casse un peu le design de notre page. Donc pour limiter cela, je peux dire ici, mettre ici une propriété mass width et dire que je veux limiter cela au maximum par exemple à 500 pixels. Donc cela permet de surcharger la valeur que nous avons définie ici. Donc si j'actualise ma page, donc nous allons voir que l'élément est limité à sa valeur maximale ici. Donc je peux ramener cette propriété ici. Donc on aura toujours le même effet. Donc nous pouvons utiliser également le min width pour limiter la largeur minimale et utiliser la propriété mass width lorsqu'on veut limiter la hauteur maximale. Pour modifier la hauteur d'un élément, on utilise la propriété CSS_Edge. Et cette propriété a également pour valeur par défaut auto. C'est-à-dire, c'est le navigateur qui calcule la hauteur en fonction du contenu de l'élément. Donc il faut noter que tout ce que nous avons vu pour la largeur de l'élément s'applique également ici. Donc si nous avons par exemple la propriété boss sizing de l'élément dont nous voulons modifier la hauteur qui est égale à border boss,
alors sa hauteur sera calculée en fonction de la zone de bordure. Donc sa hauteur totale sera égale à la hauteur du contenu plus la marge interne sur l'axe vertical plus la taille de la bordure de l'élément sur l'axe vertical également. Donc nous avons également quelques exemples de modification de la hauteur ici. Et comme pour le cas de la largeur, nous pouvons également utiliser les propriétés mass height et min height pour surcharger les propriétés height de l'élément. Donc nous allons juste tester cela. Donc je retourne dans mon éditeur de test. Je vais modifier dans ce cas la taille des éléments de type H2. Donc je viens juste ici. J'ajoute la propriété. Donc supposons que je veuille leur donner la valeur 100 pixels. Donc je fais ça. J'enregistre. Donc mes éléments H2, lorsque je vais actualiser ma page, auront une hauteur de 100 pixels maintenant. Donc on voit bien que mes éléments prennent une hauteur de 100 pixels. Donc je peux indiquer les valeurs également en utilisant le pourcentage. Nous voici à la fin de cette deuxième vidéo sur le Boss Model. Dans la prochaine vidéo de cette série sur les fondamentaux du CSS, nous allons apprendre comment utiliser les pseudo-classes et les pseudo-éléments en CSS. Vous jugez que vous avez appris quelque chose à travers cette vidéo, alors n'hésitez pas à la liker. Vous souhaitez revoir d'autres vidéos comme celle-ci sur des sujets en rapport avec le développement web, alors n'hésitez pas à souscrire à la chaîne et à activer la notification. Je vous donne rendez-vous chaque jeudi pour de nouvelles vidéos.